Hello les gars, bienvenue sur Blox. On se retrouve pour une émission avec Eric Larchevêque. Je pense que vous le connaissez tous, cofondateur de Ledger et CoinHouse. Plus récemment, on l'a vu également dans Blast Club ou Qui veut être mon associé. Pendant cette interview, on a parlé de crypto, d'investissement, d'entrepreneuriat. Alors Eric, il parle souvent du Bitcoin, mais je l'ai quand même questionné sur d'autres cryptos. Le Bitcoin, il sera là dans 100 ans, aucun doute là-dessus. Solana, Ethereum, franchement, j'ai aucune idée. On a également longuement discuté de Trump, ainsi que le Trump Coin. On sait qu'on achète quelque chose qui va profiter à Trump, ça va faire des dégâts et ça va forcément tirer tout l'écosystème par le bas. Aussi, dans toutes les interviews, à chaque fois, il dit qu'il a que du Bitcoin, mais j'ai réussi à lui faire cracher le morceau. Il détient d'autres cryptos. En fait, c'est un des rares projets dans lesquels j'ai investi. Bon, j'espère que vous allez vous régaler. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Blox. On va arriver fort en 2025. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés. Allez-y et c'est parti. On se retrouve dans un nouvel épisode de Blox. On est au Salon de l'Investissement. Eric Larchevêque. Merci beaucoup d'être là. Je pense que vous connaissez déjà tous son parcours. Très bon entrepreneur, très bon investisseur. Mais quel a été votre pire investissement? Mon pire investissement, c'est probablement celui que j'ai pas fait. Je pense que c'est quand j'ai eu l'occasion d'investir dans une entreprise. J'ai fait pas mal de startups. Un jour, il y a un gars, il vient me voir, c'était je pense en 2017. Il vient me parler de son idée de faire des cartes de collection pour le football, à principe de cartes Pokémon ou cartes Panini en France. Et donc moi, le foot, ça m'intéresse pas trop. Il veut utiliser la blockchain pour gérer ses cartes. Tu dis bon, ok, je sais pas. Il me relance. J'étais en plein dans le développement de Ledger. J'avais pas trop la bande passante. Et puis finalement, je suis passé à côté. Je suis pas allé. Donc c'était Nicolas Julia, c'était Sorave, exactement. Donc une boîte qui est montée jusqu'à 4 milliards de valorisation. Donc voilà, probablement c'est le plus mauvais investissement puisque je l'ai pas fait. Ça aurait fait une deuxième licorne à votre actif. Oui, bon, un investisseur, c'est pas la même chose, hein, mais. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne utilisation de la blockchain, par exemple Sora? Oui, à partir du moment où on utilise la blockchain pour permettre une liquidité plus simple d'échange de valeurs, le but, là, on est dans ce qu'on appelle le Web3, le fait de redonner un petit peu la parole, le pouvoir au consommateur, de lui redonner de la gouvernance, de lui permettre de détenir vraiment les biens ou les outils ou les différentes propriétés qui sont utilisées dans le cadre, par exemple, là, d'un jeu. Je trouve que c'est beaucoup mieux que si on prend YouTube, par exemple, pour le citer, et qu'on achète et qu'on va acheter des vidéos, des films, eh bien en fait ils appartiennent à YouTube, à Google, et on peut acheter une centaine de films et puis on va quitter la plateforme, on ne pourra pas repartir avec les films. Donc c'est là où la blockchain apporte la capacité de pouvoir récupérer véritablement des valeurs et pouvoir potentiellement les utiliser sur d'autres plateformes. Si on récupérait un token qui nous disait voilà, tu as acheté tel ou tel film, c'est à toi, bien ensuite tu réutilises ce token sur Prime, sur Apple, et donc tu peux voir le film là-bas indépendamment de Google. Quels seraient selon toi les meilleurs secteurs, les secteurs les plus en vogue dans le Web3? Dans le Web3, moi je pense que ça commence par le gaming, parce que c'est là où la régulation est la moins complexe. Il y a tous les RWA, le fait de prendre des assets, des actifs classiques et d'essayer de les tokeniser. Ça fait très longtemps qu'on parle de la tokenisation, maintenant on appelle ça les RWA. Mais on se heurte au mur de la réglementation qui est très compliquée, dans l'immobilier, dans la tokenisation de parts d'entreprise, dans plein de choses. Donc c'est un très très bon usage parce que ça permet de rajouter de la liquidité. Mais je pense que dans l'ordre des usages qui vont vraiment arriver sur le marché, tout ce qui est autour du gaming me paraît être le plus intéressant puisque c'est celui qui aura le chemin de moindre résistance par rapport à la régulation qui est un vrai sujet. Un des meilleurs narratifs cette année qui a beaucoup performé, c'est l'IA. Est-ce que ça fait vraiment sens? Je dirais que c'est les mêmes coins. C'est aussi les mêmes coins. Voilà, j'ai pas de jugement de valeur, mais en tout cas, oui, le narratif qui a pu s'exploser, non, c'est les mêmes coins. C'est vrai. Même si évidemment, l'IA, est juste derrière, et en tout cas, nourrit la discussion de manière peut-être un peu plus intéressante. Est-ce que c'est juste un buzzword ou ça cohabite vraiment, l'IA et la blockchain, ça fait sens? Il y a beaucoup de buzzwords, puisque qu'est-ce qui a fonctionné? Ça va être justement un peu les mêmes coins ou les coins qui ont été choisis par une IA ou lancés par une IA. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et la création de valeur est limitée. Là où on peut, à mon sens, relier les deux sans partir dans des délires, c'est que si on prend un agent IA, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui a la gestion d'un contexte et la capacité de pouvoir interagir avec d'autres éléments de son contexte, à un moment, une IA, pour avancer, elle a besoin d'acheter, de faire des transactions, de passer des contrats, et elle a besoin de le faire de manière un petit peu décentralisée.
surtout si on veut qu'il y ait une autonomie. Et donc, la blockchain et la capacité de pouvoir gérer des smart contracts, de pouvoir posséder des tokens dans un cadre informatique, sur un support type Internet qui va être compatible avec l'univers de l'IA, là, on a des sujets qui sont intéressants. Et c'est dans cet aspect-là, en tout cas, si par exemple, on voudrait faire Skynet, il faudrait qu'une IA puisse louer des robots, les posséder directement, etc. Et donc là, la blockchain permettrait de faire ça avec un certain niveau de résistance à la censure et d'incapacité d'arrêter, de débrancher Skynet. Donc, voilà, je pense que la blockchain, son rôle, c'est d'apporter déjà technologiquement une compatibilité avec la manière dont l'IA interagit sur les réseaux, et ensuite de pouvoir rajouter une résistance à la censure et aussi donner la capacité légalement à une IA de posséder des actifs et de contracter. Parce que sinon, dans l'univers classique que l'on connaît, de la finance normale, une IA ne peut pas ouvrir un compte en banque. Donc ce serait une IA pour le compte d'une entreprise, mais une IA elle-même pour le compte d'elle-même. Si on va dans cette direction, la blockchain permet d'ajouter ces cas d'usage. Tu me parles de meme coin, ça tombe bien parce qu'il y a une actualité, je ne sais pas si tu as vu hier, avant-hier, ce qui s'est passé. Oui, j'ai vu. Avec Trump qui a sorti sa propre crypto. Ouais, son même, et qui est, pour le coup, c'est annoncé comme étant juste un coin qui n'a de la valeur qu'à partir du moment où on pense qu'il a de la valeur et qu'on soutient l'action de Trump. Il n'y a absolument aucun sous-jacent. Donc clairement, on est dans un même coin qui est plutôt clair. Est-ce que tu penses que c'est son rôle de faire ça ou ça paraît un peu dangereux, non Alors, on peut analyser de beaucoup de manières. On va regarder les aspects positifs et les aspects négatifs. Parce que comme tout, il y a à boire et à manger. Les aspects positifs, c'est que déjà, il a annoncé directement le coin sans faire en fait de teasing. Donc il n'a pas fait monter la sauce. Donc il a juste dit voilà, boum, c'est là. Donc je pense que c'est bien, il n'a pas abusé, on va dire. Ensuite, il a annoncé clairement qu'il y avait 80% de la market cap qui contrôlait. Donc, et c'est assez facile de le voir. Donc là-dessus, on sait qu'on achète quelque chose qui va profiter à Trump. Je veux dire, il n'y a pas de mensonge. Donc après, les gens peut-être ne le comprennent pas, mais en tout cas, c'est assez clair. Et ils disent qu'il n'y a pas de valeur du coin. C'est vraiment un coin qui est basé sur l'enthousiasme des gens. Donc là-dessus, il n'y a pas non plus de mensonge. Après, ça s'est emballé de façon extraordinaire, 40 milliards de market cap, et ça va peut-être pas s'arrêter tout de suite parce qu'il y a de plus en plus d'échanges qui vont lister. J'ai vu Coinbase, Binance qui vont lister. Enfin, donc là, c'est en train de prendre des directions paraboliques. Donc l'aspect positif, c'est que aussi, ça montre qu'un président, en fait, en faisant ça, va pas reculer devant la réglementation des cryptos. C'est-à-dire que là, on parle d'une adoption, 47e président des États-Unis, qui a sa crypto. Donc, d'un point de vue purement de message, de support d'une technologie, on peut dire que c'est très positif. D'accord ? Maintenant, sur les aspects négatifs, c'est qu'il y a des chances que beaucoup de gens se fassent rect. C'est-à-dire que là, ça monte, mais ça risque de redescendre sévère. Personne ne peut savoir. Trump prend quand même le risque de rester dans l'histoire comme étant la personne qui aurait créé le plus grand rug pull de l'humanité. Ouais. Donc, il n'a aucun intérêt à le faire. Donc, j'espère qu'il le sait et que quelque part, il va utiliser sa liquidité ou pour racheter, pour maintenir le cours, parce que c'est quand même sa notoriété, sa légitimité qui est en jeu. Mais bon, on ne peut rien savoir ce que pense Trump et ce que va faire Trump. Seul lui le sait. Et donc, il y a la capacité de pouvoir dire à tous les no-coiners, à tous ceux qui disent la crypto c'est de la tulipe, regardez, le Trump coin s'est écroulé, des gens ont été ruinés, voilà, c'est ça la crypto. Et qu'on puisse réduire la crypto et l'écosystème dans son ensemble à ça. Et donc il y a un danger qui est assez important. Et je pense que le risque du négatif me paraît plus important que le risque du positif. Donc je ne suis pas certain que ce soit bien pour l'écosystème, même s'il y a des points, comme j'expliquais, par rapport à la régulation, qui forcément vont aller dans le bon sens et forcer et mettre en place des choix pour l'écosystème qui seront positifs. Mais si ça part en vrille, et je pense que ça va partir en vrille, en tout cas, ça va être très compliqué de maintenir un tel niveau de market cap. Ça va faire des dégâts et ça va forcément tirer tout l'écosystème par le bas. Et enfin, dernier point, quant à tous ceux qui se disent « j'ai raté l'occasion de ma vie de faire x10 000 », en fait, quand on regarde les courbes, il faut bien comprendre que ceux qui ont fait x10 000, déjà il y en a très très peu, et sont ceux qui étaient là pendant les premières minutes, pendant la première heure, puisqu'au bout d'une heure, on était déjà à 7 milliards de market cap.
Donc, personne ne savait que ça allait arriver. Hein. Même tous les crypto bros, tous ceux qui étaient dans la crypto étaient au bal de Trump. Donc, ils ont été complètement en fait chantés là-dessus, puisque le truc leur est tombé sous les yeux, personne n'était au courant. Il y a des meme coins qui sortaient toutes les 3 minutes. Donc, imaginez, vous voyez un post de Trump qui dit « Voilà, achetez ma crypto ». Déjà, il faut se dire « Ok, il ne s'est pas fait hacker, ce n'est pas un scam. Il faut y croire, mettre un gros montant dans la seconde. Et là, ok, là, tu fais x 10 000. Et je pense qu'il n'y a que très, très, très peu de gens qui ont fait ça. Et la plupart, ils ont fait x3, x4, x5, x10. Ce qui est bien, Très bien. mais ce n'est pas du life-changing, donc il ne faut pas non plus regretter en se disant « je suis passé à côté d'un truc de fou ». Et donc, attention aujourd'hui, investir là-dedans, moi ça me paraît de la folie. Évidemment, inutile de dire que moi j'y ai pas touché, et je ne le conseille pas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner d'argent, mais c'est extrêmement risqué. Et en tout cas, pour moi, ça ne représente pas l'essence de la crypto et du Bitcoin. Le Bitcoin et le même coin Trump, ça n'a absolument rien à voir, même s'il y a des sous-jacents technologiques qui sont les mêmes. Ce sont deux histoires très différentes. Et j'espère donc que l'histoire retiendra donc cette différence. En parlant de Trump, est-ce que tu penses qu'il va vraiment avoir les pleins pouvoirs pour faire réellement tout ce qu'il a annoncé, ou il va être très vite bloqué? Ça va être une déception pour le marché? J'ai aucun doute sur le fait qu'il aura les pleins pouvoirs. Par contre, j'ai un doute sur ce qu'il va faire réellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attentes. On aura, je pense, des réponses le 20 janvier, le jour de son investiture. Donc, c'est demain, à l'heure où on est en train d'enregistrer ce podcast. Il y a des attentes de l'écosystème d'avoir des executive orders en cascade qui vont en fait tout de suite lancer un environnement positif de régulation. On se demande, est-ce qu'il va parler de la crypto, du Bitcoin dans son allocution? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire très rapidement? Et en fonction de ce qu'il va faire ou pas, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il faut s'attendre à une très très grosse volatilité sur les cours du Bitcoin. Et je pense qu'il y a 80% de chances qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais il y a quand même une chance qu'il revienne sur ça, ou qu'il dise finalement, ce n'est pas la priorité. Effectivement, ce n'est pas la priorité absolue du gouvernement Trump de mettre en place immédiatement, tout de suite, des décisions executive order autour de la crypto. Je pense qu'il y a d'autres sujets, il y a plein de problématiques. En tant que président d'un État comme les États-Unis, c'est quand même très très compliqué. Donc je pense qu'il y a une grande chance qu'on soit déçu, parce qu'on a des attentes, ou l'écosystème a des attentes qui sont très élevées. Ce sera compliqué qu'il puisse répondre à tout ça. Cependant, je pense qu'à moyen terme, 80% de chances qu'il mette en place ce qu'il a annoncé pendant qu'il a annoncé son programme. Du coup, est-ce que tu penses qu'en France, nous, on va suivre un peu, que ce soit la réserve stratégique en Bitcoin ou un assouplissement des régulations? On va être en retard? Non, bien sûr que non. Je pense que, bien sûr, que c'est un coup de semonce. L'élection de Trump, d'une manière générale, l'arrivée de Musk dans les cercles du pouvoir et l'arrivée d'une manière générale d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de personnes qui ont fait des choses, qui ont construit, qui ont vraiment contribué à l'économie. Ça, c'est très intéressant parce que ça va montrer que les États-Unis probablement vont avancer, développer leur économie de manière forte. Et donc, pour l'Europe, c'est un avertissement. Si on regarde ce qu'a fait l'Europe sur les 10 dernières années, il y a peut-être deux choses qui peuvent venir à l'esprit. C'est un, les bouchons de bouteille qui restent accrochés. Et deux, peut-être l'USB-C, le fait que maintenant on a un chargeur unique. Voilà, on peut que rigoler, mais rire jaune. Parce que c'est catastrophique. En France, on régule, en France, on passe des lois, en France, on fait des réunions avec des technocrates. Enfin, on est dans un environnement de toute façon socialiste qui est plus d'assistanat, où on va aller taxer les personnes qui créent de la richesse, quitte à les faire fuir. Enfin, moi, je suis plutôt pessimiste, évidemment, sur l'avenir. Et j'espère que ce qui se passe aux États-Unis va pouvoir inspirer, même si je n'y crois pas, l'Europe, en tout cas le peuple, qui à un moment a le droit aussi, en votant dans les urnes, de demander un vrai libéralisme, pas le libéralisme à la française, qui n'est pas du tout du libéralisme, c'est du socialisme, mais en tout cas de mettre en place des solutions qui vont créer de la valeur et pouvoir redresser le pays et l'Europe. Est-ce que ça a été très dur, par exemple, pour CoinHouse ou pour Ledger, toute cette réglementation en France? Alors Ledger, pas vraiment, parce que Ledger est peu réglementé, puisqu'on ne détient pas de crypto, on fabrique des appareils électroniques de conservation et de sécurité. Par contre, Ledger fait du lobbying, parce que s'il y a des lois qui passent, et à un moment c'était l'idée d'interdire le fait de détenir soi-même des cryptoactifs, forcément ça va à l'encontre du business de Ledger. Donc Ledger s'intéresse à ces sujets-là, mais n'est quand même moins, surtout en France. La France, ça doit être, 2-3% du marché de Ledger, donc est quand même moins impacté. Par contre, CoinHouse
qui est un leader français, qui est installé en France, qui est régulé. Bien sûr que c'est un vrai sujet. Et la réglementation, si elle est évidemment nécessaire pour pouvoir rassurer des partenaires financiers, de pouvoir rentrer dans le rang et donc de pouvoir discuter avec des entreprises, avec des administrations, avec les établissements financiers, ça coûte extrêmement cher, ça limite énormément ce qui est possible de faire. Et parfois, la régulation souvent est assez mal faite, et rentrer complètement dans la régulation impose de se couper un bras ou une jambe. Donc c'est une vraie difficulté. Alors, évidemment, l'objectif de CoinHouse, c'est d'être régulé, hein, c'est sa raison d'être. Le but, c'est de pouvoir fournir des services dans le cadre de la loi. C'est PSAN, tout à fait. Mais par exemple, CoinHouse préférera se faire réguler par MiCA que PSAN, puisque pour avoir l'agrément PSAN, il aurait fallu arrêter énormément d'altcoins, d'autres cryptoactifs. Et c'était juste un non-sens. Et donc, on passera plutôt sur une régulation européenne. Pour parler peut-être un peu plus d'investissement, comment tu commencerais l'investissement si tu étais un jeune salarié, tu gagnes le SMIC? Par où je commence? Alors déjà, je vois à quoi je m'intéresse, parce que je pense que l'investissement, au-delà de l'objectif de pouvoir sécuriser son pouvoir d'achat dans le futur, de préparer son futur, il doit se baser sur des éléments que l'on connaît, que l'on comprend. Je pense que la règle de base, c'est de comprendre l'univers dans lequel on va investir. Donc il faut commencer par se former. Et donc, forcément, moi, par rapport à ma vision, ma logique, une des premières étapes, c'est de comprendre et de me former sur le Bitcoin et de m'intéresser donc aux cryptoactifs. Parce qu'il y a une liquidité assez forte, c'est facile d'accès. L'immobilier, par exemple, c'est plus compliqué, ça demande un capital plus important. Et il y a un dynamisme et une perspective qui sont assez intéressantes, donc le risque est plus élevé. Et surtout, en investissant dans cet univers, je vais apprendre beaucoup de choses qui me seront, je pense, utiles pour le futur. Et donc là, mon conseil, c'est vraiment de s'intéresser au Bitcoin. Mais vraiment au Bitcoin, pas au shitcoin, au memecoin, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais comprendre le Bitcoin d'abord, de comprendre ce que ça représente, ce que ça veut dire, pour ensuite, en âme et conscience, se dire, OK, je crois à cette révolution technologique et monétaire, je comprends ce que le Bitcoin apporte comme valeur, et donc, je vais émettre une partie de mes ressources dans le futur, et peut-être aussi après une autre partie sur des shitcoins, des memecoins, parce que j'ai envie de m'amuser, et c'est bien. Mais il faut bien comprendre la différence entre les deux propositions de valeur. Il y en a une, on va dire, c'est le casino. On peut avoir un certain nombre on peut faire des choix. On peut se dire, OK, ce narrative ou cette crypto m'intéresse, etc. Et donc, on peut y aller. Mais avec une très forte base en Bitcoin, qui est quand même l'outil, on va dire, financier qui permet de sécuriser au mieux dans le futur ces actifs. Je pense que les gens, ils pensent tous que c'est trop tard pour le Bitcoin. La capitalisation est trop élevée par rapport à eux, ce qu'ils vont investir comme moyen. Donc, ils vont plus se diriger vers du Solana, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de Solana? Solana, déjà, c'est extrêmement haut. Je crois que c'est la 3e ou 4e capitalisation. Donc, je pense qu'on peut dire la même chose de Solana, sauf qu'il y a une très, très grande différence entre le Bitcoin et Solana ou Ethereum ou autre. C'est que le Bitcoin, il sera là dans 100 ans. Aucun doute là-dessus. Solana, Ethereum, franchement, j'ai aucune idée. Donc, à partir du moment où on veut mettre de côté de l'argent, un pouvoir d'achat, l'envoyer dans le futur pour être certain de le retrouver dans 10-20 ans, le Bitcoin, c'est vraiment la meilleure solution. Maintenant, si on veut aller chercher du rendement à court terme, et on a tout à fait le droit, mais en tout cas, il faut bien comprendre que ce ne sont pas les mêmes objectifs, alors là, choisissez votre poison. Mais penser que le Bitcoin, c'est trop tard, c'est faux. Le train, il n'est pas parti encore. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 100 000 $. Je pense qu'avant fin juin, on peut dépasser les 250 000 $. Donc ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer dans les jours qui viennent aux États-Unis. Ça peut atteindre le million d'ici quelques années. Donc OK, on ne va pas faire x1000. Et de toute façon, Solana ne va pas faire x1000, Ethereum ne va pas faire x1000. Il y a des cryptos à la con qui vont faire x1000. Mais là, c'est du casino. Et donc, c'est un autre état d'esprit. On ne peut pas mettre tout son futur sur le casino. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, non, le train du Bitcoin n'est pas parti, il est encore en gare. Il n'y a que 21 millions de Bitcoins qui ont été minés, enfin qui seront minés à tout jamais. Là, on est à 19,8 ou 19,9. Il y a 3 millions de Bitcoins qui ont été perdus. Donc, en fait, on se dit qu'il y a peut-être que 18 millions de Bitcoins disponibles pour l'humanité. On fait 7 milliards, 8 milliards. Voilà, faites le calcul. Je pense que si on comprend l'essence et la proposition de valeur du Bitcoin, ne pas avoir de Bitcoin est une erreur fondamentale. Tu as dit qu'il sera toujours là dans 100 ans, mais est-ce que c'est possible que le Bitcoin retombe à zéro à cause d'une faille? Non. Impossible. C'est impossible. Alors, guerre nucléaire totale, acte d'extinction de l'humanité, oui, le Bitcoin tombe à zéro. Donc, d'accord.
Je veux dire, si Internet tombe, il n'y a plus de Bitcoin. Si on n'a plus d'électricité, plus d'énergie, si on retourne à l'âge de pierre, on n'a plus de Bitcoin, d'accord. Mais aucune autre possibilité. Il ne peut pas y avoir de faille, même la menace quantique, qui pour l'instant est encore extrêmement lointaine, il y a la possibilité de s'y prémunir. L'attaque des 51% aujourd'hui, on est protégé par la seconde loi de la thermodynamique. C'est impossible de prendre contrôle physiquement du réseau. Un hacker arrive, appuie sur un bouton. Non, ça n'a aucun sens technique. Et l'argument du un jour, Bitcoin sera remplacé. Un jour, Bitcoin sera remplacé parce qu'il y aura un Bitcoin 2.0 mieux. Ben, cet argument, il ne tient pas. Pourquoi? Parce que la grande valeur unique du Bitcoin, c'est que justement, il ne peut pas bouger. Tous les gens qui ont du Bitcoin, qui y croient et qui sont là pour le long terme, n'attendent pas un meilleur Bitcoin. Ils ne veulent pas d'un meilleur Bitcoin. Ils veulent juste que ça continue d'être résistant à la censure, décentralisé, donc un réseau qui soit extrêmement résilient et qu'on ne touche pas à la market cap des 21 millions. C'est tout. Pas besoin de le faire plus rapide, mieux, etc. On s'en fiche. Et donc, personne n'attend un nouveau Bitcoin. Et donc, il n'y aura jamais de Bitcoin 2.0. Et donc, il n'y a pas de menace existentielle sur le Bitcoin. Et c'est pour ça que c'est un projet séculaire, millénaire. Je n'ai aucun doute sur le fait que Bitcoin sera toujours là dans 100 ans. Aucun. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de centralisation maintenant qu'on a fait rentrer les gouvernements, les gros acteurs comme BlackRock, etc., qui eux-mêmes commencent à accumuler? Est-ce qu'on part de cette décentralisation? Alors, BlackRock peut-être va posséder 1 million de Bitcoin, voire 2 millions. Admettons, les gouvernements, réserve centrale, 1 million, hein, c'est ce que veulent les États-Unis. Donc, post-stratégie, voilà, alliancier. Donc, il y a en fait des masses qui se forment. Okay. Cependant, si on prend l'exemple de BlackRock, qui est pour l'instant celui qui se rapproche le plus d'avoir des millions de Bitcoin, il ne les possède pas. D'accord? Ce sont les Bitcoins de ses clients, il a un mandat. Il ne peut pas juste décider du jour au lendemain de les dumper. J'imagine que d'un point de vue physique, il pourrait le faire, mais ce serait signifier la fin de BlackRock, parce qu'il a un mandat et donc il perdrait la confiance, qui est quand même son asset principal. C'est pas comme s'il avait des Ethereum. Là, s'il possède une partie du réseau, là, il peut centraliser le minage par le proof of stake. Parce qu'après tout, pourquoi pas avoir une délégation de minage et donc de pouvoir voter pour quelque chose, changer la market cap d'Ethereum. En fait, la politique monétaire d'Ethereum a déjà changé. Donc, elle pourra changer à nouveau. Donc, on n'a aucune garantie de rien. Pour le Bitcoin, cette centralisation n'existe pas. La centralisation du minage, elle n'existe pas. Il y a trop d'acteurs, trop distribués sur la planète pour que cela représente un risque réel. Et le fait qu'un acteur possède, admettons, MicroStrategy, un jour il possède 1 million de Bitcoin, admettons, et le truc explose, ils vendent tout, parce que là, effectivement, il peut faire n'importe quoi. Bon, bah, ça foutra la merde. Je ne dis pas que ce sera un jour facile pour le Bitcoin, mais Bitcoin a déjà résisté à toute forme de problème. Et le réseau Bitcoin, lui, n'a jamais été véritablement menacé ou remis en question. Il s'agit juste de voir à un moment une volatilité, un prix qui va tomber, mais qui va remonter. Parce que la proposition de valeur, elle est trop importante. Bitcoin propose une véritable solution à l'humanité. De pouvoir posséder de manière inaliénable, décentralisée, de la valeur, une monnaie valeur, pas une monnaie dette. Et de plus en plus d'humains sur Terre vont le comprendre, et c'est ça qui fait la valeur de Bitcoin, c'est parce que tout le monde a décidé de lui donner de la valeur, c'est la confiance, l'effet de réseau. Et donc, si à un moment, il y a une opportunité d'achat d'1 million de Bitcoin, parce que de toute façon, il y aura un assèchement total de l'offre, alors oui, ça va secouer, mais à un moment, forcément, ça va revenir à une normalité. Donc, pas du tout inquiet. Toi, tu le vois plus comme une réserve de valeur plutôt qu'un moyen de paiement? Oui. Ce ne sera jamais utilisé comme moyen de paiement? Alors peut-être sur les couches hautes, avec Lightning Network. Donc, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais en tout cas, la Layer 1, le réseau Bitcoin en tant que tel, ne peut pas être utilisé comme un moyen de paiement de tous les jours. Il n'y a juste pas assez de capacité de traitement. C'est impossible. Et les frais sont trop élevés. Donc, je le vois plutôt comme un système de conservation de la valeur, pouvoir d'achat, à très long terme. Et ce n'est pas un moyen de paiement, même si à la fin, on peut faire des paiements, bien évidemment. Mais je pense que l'usage sera plus buy and hold. J'achète, je garde, je conserve, j'envoie de la valeur dans le futur. C'est pour moi ça le principal usage du réseau Bitcoin. Et quand est-ce que je dois revendre mes Bitcoins? Jamais. Jamais? Alors, je vais expliquer ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour moi, le Bitcoin n'est pas un investissement. C'est un aboutissement.
C'est-à-dire que moi, j'ai tous mes avoirs liquides en Bitcoin. Ça ne veut pas dire que je vais jamais vendre mes Bitcoins, parce que je ne peux pas être le plus riche du cimetière en Bitcoin, ça n'a pas de sens. Non. Par contre, je vais les vendre quand j'ai un besoin dans la vie réelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de prix, genre 1 million d'euros, où je me dis, je repasse tout en euros. Pourquoi est-ce que je voudrais des euros? Admettons, j'ai mes Bitcoins, je vends tout en euros. Je dis, bon, ben voilà, j'ai des euros, qu'est-ce que j'en fais? Ah, le Bitcoin, c'est pas mal, je remets tout en Bitcoin. Donc, à moins d'avoir un objectif précis, immobilier, investissement dans une entreprise, projet personnel, n'importe quoi, et ça, c'est très bien, il n'y a absolument aucune raison de vendre ces Bitcoins, puisque le Bitcoin est l'outil de conservation de la valeur par excellence. Moi, si j'avais tout en euros, la nuit, je ne dormirais pas. Ce serait un enfer. Je serais stressé, ma charge mentale serait catastrophique. Là, en ayant tout en Bitcoin, je dors comme un bébé. Et du coup, vu que maintenant on commence à avoir... C'est le 4e cycle ou le 5e cycle maintenant? Oh, je vais arrêter de compter. 4e ou 5e, je ne sais pas. On commence à avoir pas mal de cycles, de redondance sur les cycles. Donc on sait que potentiellement il va rebaisser de 70 ou 80% peut-être l'année prochaine. Ce n'est pas une bonne idée de revendre? Impossible. Alors les performances passées ne reflètent pas les performances futures. Donc c'est très difficile de faire des prédictions. Donc oui, il va y avoir des cycles. Oui, ça va baisser. Cependant, personne ne sait exactement quand. Si on savait quand était le top, quand était le bottom, oui, je veux dire, ce serait trop facile. Et personne ne le sait véritablement. Si on attend que ça baisse pour acheter, là, c'est à 100 000. Il y a des gens, forcément, ils disent, si ça descend à 50, à 30, j'achète. J'achète tout, je mets tout. Là, ils pensent ça. Là, ils se disent, pourquoi j'ai pas fait ça avant, etc. Sauf que, admettons, ça descend. Trump, demain, dit, non, oubliez, la crypto, on s'en fout, le Bitcoin, on s'en fout. Là, forcément, le truc va tanker parce que le marché attend. Voilà, ça redescend à 30 000. Là, ils vont se dire, je l'ai échappé belle, jamais j'achète cette merde. De toute façon, le Bitcoin, c'est mort. Donc, c'est psychologique. Donc, en réalité, ça ne fonctionne pas. Le fait de se dire, j'attends la prochaine baisse pour acheter, ça ne fonctionne pas. Parce que le jour où ça va baisser, vous ne voudrez pas acheter. Parce qu'on sera dans un environnement où la presse, les médias diront, le Bitcoin est mort, c'est la fin, c'est toujours la même chose. Donc, en fait, le meilleur moment pour rentrer, c'est maintenant. Et la meilleure façon de le faire, c'est en faisant du DCA, c'est-à-dire en achetant régulièrement pour pouvoir aplatir les effets de volatilité qui sont même, quand même importants sur le Bitcoin. Pour toi, c'est la meilleure stratégie d'investissement, le DCA? Oui. Oui. Donc, soit mettre tous les mois, toutes les semaines, une épargne, soit si vous avez un gros montant, parce que vous le mettez là, boum, dans le lendemain, ça baisse. Forcément, hein, c'est toujours comme ça. Bon, vous dites, OK, je divise en 12, par exemple, et je fais ça sur 12 semaines. Tac, 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 tac. Et là, vous prenez la meilleure décision. Vous ne pourrez pas vous en vouloir. Ça va baisser, vous allez racheter à la baisse. Si ça monte, OK, vous allez quand même profiter. Mais vous ne pouvez jamais battre le marché. Et c'est une erreur de penser qu'on peut battre le marché. Et la meilleure approche, après 10 ans d'expérience, après avoir discuté avec énormément d'investisseurs, la meilleure approche, c'est t'achètes, tu oublies. Tout ce qui est trading, essayer de battre le marché, ouais, machin, je call the top, je buy the bottom, ça se termine toujours dans les larmes. On peut faire peut-être le petit vrai ou faux, comme je t'avais dit? Oui. Tu me réponds simplement vrai ou faux et on débattra après. OK. Est-ce qu'il est trop tard pour acheter des cryptos en 2025? Faux. Est-ce que le Bitcoin pourrait atteindre 200K sur ce cycle? Vrai. Est-ce qu'il est toujours possible de faire des x100 en crypto? Vrai. On va en débattre. Est-ce que je peux investir en crypto même si je ne connais rien à la finance? Techniquement, oui, vrai. Est-ce que l'année prochaine, toutes les cryptos vont chuter? Toutes. 100%. Une grosse partie du marché crypto. Est-ce que l'année prochaine? Faux. Est-ce que la tech est plus importante que le marketing? En crypto? Faux. Est-ce que la blockchain sera utilisée dans tous les secteurs d'ici 10 ans? Faux. Est-ce que les NFT vont revenir en force en 2025? Faux. Est-ce qu'un jour, Bitcoin atteindra $1 million? Vrai. Tu m'as dit, bon, c'est triste, mais oui, la tech, c'est pas plus important que... Oui, alors c'est vrai, parce qu'on le voit bien, même coin Trump, donc là, la tech est nulle, et tout le monde s'en fout, en fait. Et il y a parfois des projets techniquement très intéressants qui vont jamais décoller. Les zero knowledge, parce que c'est extrêmement compliqué. Personne ne comprend rien. Et honnêtement, personne ne comprend rien aux mises à jour d'Ethereum, tous les projets. Enfin, il n'y a qu'une toute petite poignée qui comprennent quelque chose.
XRP, ça a de la valeur. Est-ce que c'est la tech? Je ne crois pas. Hein. La XRP Army, ce n'est pas une armée de prix Nobel. Hein. Donc, la hype, le marketing en crypto, et je fais bien la différence entre le Bitcoin et la crypto. Pour moi, c'est vraiment deux univers très séparés. Oui, le marketing a plus d'importance. Moi, on me ressort souvent le projet Cosmos. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Cosmos? La tech, elle est incroyable, mais ça performe pas, quoi. En fait, Cosmos, c'est un des rares projets dans lesquels j'ai investi. Au début, j'ai investi dans deux. Hein. Ethereum au tout début et Cosmos. Parce que pour moi, c'était les deux vrais projets qui apportent une vraie technologie. Là-dessus, je n'ai pas de débat. Donc Ethereum, ok, ça a bien fonctionné. Et Cosmos n'a jamais atteint en fait, son potentiel, alors que technologiquement, c'est ultra solide. Donc, et puis il y a des projets en fait, qui technologiquement sont un peu plus centralisés, un peu plus bizarres. Je ne vais pas donner de nom, je vais me faire engueuler encore. Là, je ne comprends pas en fait. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est comme des fois les startups. Hein. Tu as des startups technologiques incroyables et qui peinent, et puis des startups qui ont une bonne équipe, une bonne hype et qui vont fonctionner. Donc la vie est injuste. Tu m'as dit. Donc oui, nous, on avait la stat par rapport à est-ce qu'on peut investir sans connaître rien à la finance? C'est 80% des investisseurs. Bah, oui, bien sûr, c'est pas recommandé. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, la base, c'est de s'intéresser, de comprendre. Moi, c'est toujours ce que je dis de faire, acheter un bouquin, acheter des bouquins. Ouais, voilà, c'est comment je fais pour m'éduquer au Bitcoin? Alors, il y a un livre qui est très bien de Claire Balva et Alexandre Stachenko qui s'appelle Guide facile pour les crypto-actifs. Je ne suis pas sûr du titre, mais c'est quelque chose comme ça. Okay. Claire Balva, tapez Balva, B-A-L-V-A, voilà, Stachenko, on oublie. Balva, Bitcoin sur Amazon, Fnac, et vous verrez, il y a une seconde édition. Voilà, je vous conseille d'acheter ce livre. C'est très bien pour commencer. Ok. Toi, tu t'es éduqué comment? Parce que j'imagine qu'à l'époque... À l'époque, il n'y avait rien. J'ai lu le white paper de Satoshi Nakamoto. Je me suis baladé sur Wikipédia, sur des forums. Et j'ai mis du temps. J'ai mis 2-3 semaines avant de percuter. Par contre, quand j'ai percuté, je me suis dit, il faut absolument que je consacre ma vie au Bitcoin. Vous avez aussi Blast qui est... Oui, avec Anthony Bourbon. Donc, c'est le projet d'Anthony. Moi, Blast, je suis ce qu'on appelle Key Opinion Leader et j'apporte des deals. Mais là, pour l'investissement en start-up, c'est vraiment un club d'investissement qui permet d'accéder et d'avoir la possibilité d'investir vraiment dans des très, très bonnes start-up. Est-ce qu'il y a des start-up crypto? Alors, pas beaucoup, parce que c'est pas facile de trouver des bonnes start-up crypto, en France en tout cas. Je dis pas qu'il y a rien d'intéressant, mais c'est d'un club deal, et donc il faut quand même arriver avec les choses qu'on peut expliquer. Et parfois, il y a des start-up qui sont très technologiques où on comprend rien. Donc des protocoles de DeFi, enfin c'est pas évident d'expliquer ça à des milliers de personnes pour qu'elles aient la conviction d'investir. Et donc c'est pas forcément évident. Est-ce que tu as réussi à le convaincre, Anthony Bourbon, à investir dans le Bitcoin? Non, alors je n'ai pas essayé de le convaincre, de le matrixer. De toute façon, je ne passe pas ma vie à convaincre les gens à investir dans le Bitcoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils s'intéressent au Bitcoin. Ce n'est pas exactement pareil, parce que je sais qu'une fois qu'ils auront compris le Bitcoin, ils investiront. Donc c'est bien 3 bandes. Mais Anthony, non, à un moment, il a investi, il a revendu. Il a un peu raté, on va dire, la période crypto, parce qu'il était à un moment où ça avait encore plus de sens d'investir. Mais c'est normal, quand on y focus sur d'autres projets, on ne peut pas non plus tout faire. Et donc, il a fait d'autres choses qui ont très, très bien réussi. Donc, il n'a pas raté Blast, pour le coup. Donc, ça va, je pense que je ne m'en fais pas pour lui. C'est quoi tes arguments quand tu essaies de convaincre quelqu'un d'acheter du Bitcoin? Alors, encore une fois, j'essaie de convaincre personne d'acheter du Bitcoin. J'essaie de les convaincre de s'intéresser au Bitcoin. Et mon objectif, c'est qu'ils s'intéressent à la monnaie. Ils comprennent le fonctionnement de la monnaie pour comprendre que l'euro, que le dollar, d'une certaine façon, c'est comme le latin. C'est une langue morte, c'est une monnaie morte, et qu'on ne peut pas garder le fruit de son travail de toute une vie dans une monnaie qui n'a pas d'avenir. Et qu'aujourd'hui, le Bitcoin représente le véhicule le plus fort pour conserver cette valeur dans le futur. Et j'explique pourquoi, j'explique les différents arguments, d'ouvrir les yeux un petit peu sur la notion de monnaie, de politique monétaire, de conservation de la valeur à long terme, d'inflation, etc. Et en général, ça marche bien. Parce qu'après, les gens se disent « Ok, attends, je crois que j'ai compris un truc. » Et la prochaine étape, c'est d'acheter du Bitcoin, 20 €, 50 € pour manipuler, pour comprendre comment ça fonctionne. Et là, se dire « Waouh, c'est incroyable !» Et ensuite, on fait son chemin. Et ensuite, on voit ce qu'il y a de mieux pour soi, pour investir, pour mettre de l'argent de côté pour le futur. Parce que pour moi, c'est ça, le Bitcoin.
c'est vraiment envoyer dans le futur. Tout ce qui est investissement, crypto, faire fois 1000, la culbute et tout, moi, ces trucs-là, j'y touche pas. Et c'est parce que c'est pas mon objectif, c'est pas mon propos. Je pense qu'il y a d'autres personnes plus calées pour en parler. Je dis pas, faut pas le faire, on peut pas gagner d'argent, c'est juste, j'en sais rien, je n'en parle pas. Tu as quand même énormément de casquettes. Les gens ils te connaissent sur Qui veut être mon associé aussi. Oui, très récemment. Et dans la 5e saison, on va recommencer le 5 février sur M6. C'est trop bien. Il y a aussi Blast, Ledger, Coinhouse. C'est quoi ta casquette préférée Alors, en fait, il y a 2 casquettes où je me sens très bien. C'est un, en tant que, on va dire, promoteur du Bitcoin, en tant que technologie, en tant que sauveur de l'humanité, tu vois. Moi, je suis assez matrixé et assez maximaliste, mais pas un maximaliste toxique. C'est-à-dire que pour moi, les autres cryptos, elles ont le droit d'exister, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elles m'intéressent moins et que je suis full Bitcoin. Voilà. Mais voilà, maximaliste, enthousiaste et sympathique. Et l'autre casquette que j'aime bien, c'est ma casquette d'entrepreneur, dans le sens où j'aide d'autres entrepreneurs à se développer. J'ai un domaine en Sologne, je fais des masterminds, j'accompagne les entrepreneurs, je les aide à vraiment devenir de meilleurs entrepreneurs. Et ça, c'est une casquette que j'aime beaucoup. Et j'aime bien transmettre. C'est pour ça aussi que je fais dans mon domaine des crypto-expériences. C'est des séjours immersifs d'une journée plus une soirée où on va vraiment parler du Bitcoin et je vais répondre à toutes les questions, expliquer, partager un petit peu pourquoi je pense tout ceci et donner mes meilleurs conseils pour justement préparer son futur. Donc j'aime bien transmettre, j'aime bien expliquer et c'est pour ça que j'ai relancé ma chaîne YouTube, que je fais des contenus parce que voilà, aujourd'hui c'est ça ce qui m'intéresse. C'est là où je mets le plus d'énergie actuellement. Et au contraire, quel a été le pire moment de ton épopée entrepreneuriale? Il y en a beaucoup des pires moments en fait. C'est quand tu touches le fond. C'est comme en 2008, j'ai ouvert mon hôtel en Lettonie, sans chambre. Quelques jours avant l'ouverture, il y a une rupture de canalisation, tout est détruit. Là, tu dis, putain, c'est dur, quoi. 2016, Ledger va mourir, on n'arrive pas à trouver d'argent, personne ne croit au modèle, tout le monde nous dit d'abandonner. Je suis au bout de ma vie, je dis à ma femme, je suis dans la cuisine, je lui dis, écoute, c'est la fin. Je me suis planté, je suis arrivé trop tôt, on va pas y arriver, quoi. Et pour autant, à chaque fois, on s'en est sorti. Tu vois, à force de résilience, à force de se remettre dans l'action, de trouver des solutions, de changer l'approche. Mais c'est à la fois les moments les plus durs, mais ce sont ces moments très difficiles qui font que les moments de succès sont magnifiques. Tu vois, parce que tu ne peux goûter le succès que lorsque tu t'es vautré dans l'échec. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui encore reconstruire une nouvelle boîte d'envergure aussi grosse que Ledger? Je pense que théoriquement, oui. Dans la pratique, je ne suis pas sûr parce que c'est tellement difficile, ça demande tellement d'énergie, tellement de sacrifices que je n'ai pas envie d'y retourner en fait. Tu vois, c'est comme si tu me disais, alors c'est une comparaison très hasardeuse, mais c'est comme si tu disais, voilà, tu as fait un tour en Irak, est-ce que tu veux faire un deuxième? Bah ouais, je pourrais, mais en fait non, j'ai pas envie d'y aller. Donc toute proportion gardée, je veux pas du tout me comparer à quelqu'un qui va faire la guerre, mais c'est juste pour exprimer à quel point il y a de la souffrance, il y a de la difficulté, et sur du long, c'est long, c'est long, c'est long. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas y retourner. Je me suis posé un moment, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais aller lancer des fusées? Est-ce que je vais aller guérir le cancer? Est-ce que j'avais beaucoup de capacités? En fait, là, j'ai compris que je n'étais pas Elon Musk, que j'allais me calmer, que en fait, j'avais envie de liberté, de forêt. Donc, je me suis mis dans une forêt, j'ai coupé du bois. Puis après, j'ai cherché un peu quelle était ma voie. Et puis ma voie aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, d'accompagner les entrepreneurs, de transmettre. Alors, ça n'a rien d'une licorne. Du reste, il y a des fois des gens qui me disent, mais Eric, quand tu es la 300e fortune française, tu as fait une licorne, qu'est-ce que tu fais des vidéos sur YouTube? Tu vois? C'est juste que j'ai envie, quoi. En fait, c'est ça, j'ai envie de partager, j'aime bien. Et aujourd'hui, ma richesse, finalement, c'est ma capacité de dire non, de choisir ce que je veux faire et d'être complètement aligné par rapport à mes ententes. Est-ce que c'est toi qui as recruté les gens chez Ledger? Les salariés, par exemple? Alors oui, on a recruté beaucoup. Alors des fois, moi, tout seul, mais à un moment, alors au début, oui, par contre, j'ai beaucoup recruté, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui est très dur dans l'entrepreneuriat, réussir à bien recruter et à oui, bien sûr, évidemment. Et c'est la clé pour pouvoir scaler. C'est pas forcément la clé pour se lancer, parce qu'au début, on peut être tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin, gna gna gna. Mais bien sûr, savoir diriger, savoir s'entourer. C'est quoi le pire défaut d'un salarié? Quand le mec, il vient en interview, tu le prends pas, quoi. Je pense que c'est difficile à dire, mais c'est la première fois qu'on me pose la question. En général, on me demande c'est quoi le pire défaut de l'entrepreneur pour rater son recrutement. Le pire défaut d'un salarié, lors de l'entretien, tu veux dire, parce que c'est pas la même chose
C'est pas forcément un défaut, mais en fait, moi, dans mes techniques de recrutement, je fais passer des tests. Toujours. Ok. Et donc, je veux dire que le pire défaut, c'est si je te demande de rédiger un mail pour envoyer un fournisseur pour rappeler quelque chose ou renvoyer, dire voilà, il n'a pas réglé un client. La personne, au début, dit « Ah ouais, bien sûr, je sais tout faire », et tu mets devant un ordinateur, elle ne sait pas saisir un mail, ou il n'arrive pas à faire un mail. En fait, c'est le mensonge, quoi. Tu vois, le pire défaut, c'est de raconter, de ne pas dire ce qu'on ne sait pas faire. Tu vois. Et donc, le pire défaut, en fait, d'un salarié, c'est donc d'avoir un mauvais savoir-être. Et je préfère recruter quelqu'un qui a un savoir-faire peut-être pas idéal, mais qui a un très bon savoir-être, que l'inverse. Pour rester sur Ledger aussi, est-ce que toi, tu as eu ton mot à dire sur une des dernières nouveautés qui est arrivée, qui était Ledger Recovery? Ledger Recover? Ouais. Alors, j'étais pas là quand ça s'est fait. Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un très bon outil. On veut porter le fait que dans la crypto, dans le Bitcoin, on doit les posséder soi-même. Le but, c'est pas de tout laisser chez Binance ou chez Coinhouse pour tout le monde, tout le temps. C'est la self-custody. D'accord? C'est quand même l'éthos de la décentralisation. Donc, il faut avoir des wallets décentralisés. Il faut avoir de la sécurité, donc des hardware wallets. Sinon, avoir tout sur son téléphone, ou sur son ordinateur, son hardware wallet, c'est du suicide. Moi, je ne comprends pas les gens qui font ça, parce que c'est qu'une matière de temps avant qu'ils perdent tout. Bon, bref. Mais en même temps, donc, on a des millions de clients, mais si on veut 100 millions de clients, des centaines de millions de clients, il faut bien trouver un onboarding plus simple. Parce que gérer ces 24 mots, son backup, tout ça, ça refroidit énormément. Et donc, il faut une solution. Et c'est ça, Ledger Recover. Et je pense que la difficulté de Ledger Recover, c'est que ça a été perçu comme un outil destiné aux maximalistes, aux crypto boys, qui sont tous complètement parano, qui pensent que l'État va venir chercher ce qui est très bien. Moi, je suis aligné avec tout ça, tu vois. Et ils se disent, ouais, Ledger, ça veut dire que dans certaines combinaisons de cas où tu prends les 3 entreprises dans 3 juridictions, si Interpol et des juges, ils peuvent demander et forcer à ressortir. Alors, ouais, tu vois, à un moment, tu peux arriver dans des scénarios comme ça, mais dans ce cas, n'utilise pas Ledger Recover. Par contre, Madame Michu, qui ne comprend rien, est-ce que le maximaliste, est-ce qu'il veut que Madame Michu elle soit chez Binance ou qu'elle possède ses clés? Elle va dire, ah, c'est mieux si elle possède ses clés, mais Madame Michu, elle ne va pas s'emmerder avec 24 mots, elle va les perdre. Tu vois. Et donc, le Ledger Recover, ça permet de gérer tout ça. Et c'est très bien, je pense, pour une catégorie de la population qui n'est pas dans un univers paranoïaque et qui veulent quand même posséder leur crypto. Et donc, Ledger Recover, là-dessus, fonctionne très bien. C'est un super outil qui, je pense, va aider des millions d'utilisateurs à pouvoir aller vers la self-custody. C'est quoi pour toi le meilleur endroit pour cacher cette phrase? Alors, j'en sais rien. Je pense qu'il faut être créatif. Non, probablement le meilleur endroit, c'est dans un coffre de banque, à ton nom. Pourquoi? Parce que, la banque n'y a pas accès, tu vois, donc elle va pas l'ouvrir, c'est très compliqué. 2, c'est pas chez toi, donc tu n'as pas accès à tes 24 mots, et ça permet de résister à l'attaque qui est la plus dangereuse, c'est toi qui donnes tes 24 mots. Parce qu'en fait, c'est ça, la cause numéro 1 des gens qui perdent leur crypto, c'est qu'ils donnent les 24 mots. Donc là, tu les as pas, tu risques pas de les donner au téléphone, d'accord? Et puis 3, ça fonctionne aussi pour la succession. Tu décèdes, tu as un problème, c'est dans le coffre, et le coffre fait partie de la succession. Donc on résout aussi, de manière assez simple, la capacité de transmission. Maintenant, c'est un single point of failure. Qu'est-ce qui se passe si la banque s'écroule sur elle-même? Qu'est-ce qui se passe si un jour le gouvernement dit ouvrez ce coffre? Tu vois, à ce côté... Bon, on peut toujours aller dans des linéaires adverses, donc ce n'est pas forcément la solution la plus aboutie, mais c'est, je pense, de base, le premier conseil qu'on peut donner et qui est vraiment viable. Et en plus, c'est faire une bonne action pour les banques qui continueront d'avoir du business. C'est vrai. On va faire juste une petite complétion de phrase, je te donne le début, tu me donnes la fin. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. Oh non. Joker, parce que là, j'ai encore me faire engueuler. T'as raison. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin? Aucune. La dernière crypto que j'ai achetée. Bitcoin. La blockchain la plus performante selon moi. Bitcoin, puisque pour moi, la performance, c'est de conserver la valeur dans le futur. L'outil indispensable quand on investit en crypto. Un device ledger, un hardware wallet, pour conserver tes cryptos, pour ne pas les perdre, mais pas les faire voler. Alors ça, c'est la base. À partir de 1 €. C'est le premier truc que tu dois acheter. À partir de 1 € même? Ben oui, évidemment. Quand tu commences à t'équiper, à t'intéresser, tu achètes les outils. Tu vois. Et ça n'a pas de sens. Si tu ne commences pas avec ça,
tu n'y retourneras pas et tu te retrouveras avec tes cryptos sur Binance, sur MetaMask. Puis un jour, tu te feras viander, ce sera fini. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos. Le Bitcoin, Le meilleur moment pour revendre ses cryptos. quand on a vraiment besoin. La meilleure plateforme pour acheter ses cryptos. CoinHouse. Et le meilleur moyen de se former en crypto. Je me l'ai dit tout à l'heure. Ouais, bah, acheter des livres, regarder des vidéos, enfin, investir du temps. Voilà, investir du temps. Merci beaucoup d'avoir fait cette interview avec moi et on se retrouve sur le salon de l'investissement. Ça marche, merci. Merci Eric.